Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau de Génération 3. Que sait-on sur la naissance de l'univers? The big question. On sait beaucoup de choses et peu à la fois. On a quelques certitudes et aussi beaucoup d'interrogations. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette heure. Oh, parmi les certitudes et parmi ce que vous sachez, vous, peut-être la date de naissance de l'univers. On dit que ça remonte à peu près 15 milliards d'années, que l'univers est en expansion. Et puis cette fameuse naissance de l'univers, cette fameuse explosion, ce fameux Big Bang dont nous allons parler dans quelques instants avec Jean-Pierre Luminet. Jean-Pierre Luminet, rebonjour. Bonjour pour tous ceux qui nous rejoignent maintenant sur le plateau de Génération 3. Alors vous êtes astrophysicien, vous travaillez à l'Observatoire de Meudon, vous êtes chercheur au CNRS. Oui. Et vous avez comme passion, entre autres, en effet ça. Et puis demain, vous reviendrez pour autre chose puisqu'on parlera des trous noirs. Moi, je voudrais qu'on précise une chose avant de commencer, pour pas qu'il y ait d'interférences qui brouillent tout ça. Quand on parle de la naissance de l'univers, il faut bien faire une distinction avec la naissance sur Terre. Ça n'a rien à voir. Oui, bien entendu. Le terme naissance est un petit peu anthropomorphique et donc on aurait tendance à croire que l'univers est né comme un être humain pourrait par exemple naître sur Terre. Il n'en est pas du tout ainsi. Il faut parler en fait d'évolution de l'univers. On sait, depuis maintenant pratiquement 50 ans, que l'univers évolue puisque l'on observe que l'ensemble de toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est-à-dire, c'est la fameuse théorie, vérifiée par l'observation d'ailleurs, selon laquelle l'univers est actuellement en expansion. Alors donc, on a une sorte de film cosmique qui se déroule dans le temps. Si l'on remonte en arrière le film cosmique, dans le passé, les galaxies vont être plus proches les unes des autres et on arrive à cette notion étrange de début de l'expansion de l'univers que l'on appelle la théorie du Big Bang et que l'on assimile parfois à la naissance même de l'univers. Alors justement, la théorie du Big Bang. Dans quelques instants, vous serez interrogé par des gens qui sont passionnés d'astronomie. Mais avant, on va regarder ce document. C'est un document inédit qui n'a jamais été vu à la télévision française. C'est un document japonais de la NHK. On va justement, comme ça, en savoir un peu plus sur ce que vous amorciez il y a quelques instants, sur cette fameuse théorie du Big Bang et sur la naissance de l'univers. Alors Jean-Pierre Luminet, je vais vous demander un exercice horriblement difficile. On a à peu près une minute. Je voudrais que vous me disiez qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui est de la spéculation dans le Big Bang. Pour vous, c'est une certitude? Une minute pour 15 milliards d'années. Oui, ce qui est certain, c'est que l'univers évolue et que dans son passé, sa température moyenne a été extrêmement chaude. Disons que pendant le premier million d'années, marquant le début de l'expansion de l'univers, les températures ont été supérieures à 1 million de degrés. Vous imaginez que l'univers était totalement différent. Il n'y avait pas encore de galaxies, il n'y avait pas encore d'étoiles, il n'y avait pas de planètes. Donc à partir d'un état extraordinairement chaud de l'univers, les particules élémentaires elles-mêmes ont commencé par se former, puis après, toutes les structures que nous connaissons aujourd'hui, les planètes, les étoiles, les galaxies. La spéculation, elle existe aussi? La spéculation existe beaucoup parce que pour parler des tout premiers instants de l'univers, il faut faire intervenir des théories qui ne sont pas encore au point. Donc il y a des théories fascinantes, il faut anticiper, oui, et faire des extrapolations. Alors on va voir si ceux qui sont là pour vous interroger vont anticiper. On va les rencontrer dans quelques instants par le biais du téléphone et la magie du téléphone. C'est l'association M82, c'est une association de personnes passionnées comme vous d'astronomie. Ils habitent Aix-en-Othe. Notre séquence questions en ligne. Bonjour, alors on va aller du côté de Troyes. Il y a comme vous des gens passionnés d'astronomie. Qui est à l'appareil? Bonjour, ici Daniel Toussaint. Bonjour messieurs, dames et bonjour aux téléspectateurs. Je suis le président de l'association M82 à Aix-en-Othe et je participe aux travaux du groupe de recherche pédagogique du CLEA. Très bien. Alors je pense que vous avez beaucoup de questions tous à poser à Jean-Pierre Luminet. Un certain nombre. Je peux poser la première tout de suite. Ah, allez-y, vous êtes là pour ça, mon cher. On vous attend, on vous écoute. Je voulais savoir si on risquait d'abandonner le modèle physique du Big Bang de la même façon qu'on a abandonné l'idée d'une Terre au centre du monde. Ah, est-ce que le Big Bang, deuxième Galilée, en quelque sorte? Tout scientifique doit être prêt à tout instant à abandonner ses théories, ses modèles, dès lors que l'observation ou l'expérience est en désaccord. Actuellement, ce n'est absolument pas le cas pour le Big Bang. Le Big Bang tient particulièrement la route, malgré quelques déclarations un petit peu fracassantes qu'on a lues ces derniers temps dans les journaux. Le Big Bang n'est absolument pas en danger par aucune observation, aucune expérience. Et actuellement, vraiment, il y a un consensus général de la part des astrophysiciens sur le modèle de Big Bang, avec évidemment de petites variantes dans certaines interprétations. Ah, puis vous avez comme excuse les uns les autres, c'est que le monde est en évolution, les théories peuvent changer. Hein? Absolument. Ah, voilà. Autre question? Merci, je vous passe. Alors, qui est avec nous?
Claude de l'association M82. Voilà, Claude, vous vous intéressez à Et ma l'astronomie depuis question- combien de temps? Vous vous intéressez à l'astronomie depuis combien de temps? Oh, depuis un petit moment, mais je fais partie de l'association seulement depuis 1 an. Très bien, alors on vous écoute. Alors ma question est la suivante. Comment l'expérimentation dans les accélérateurs de particules peuvent expliquer le comportement des galaxies? Oui, question extrêmement intéressante. On s'est aperçu que dès lors que l'univers très primitif, disons dans ses premiers instants, ses premières secondes ou ses premières dizaines de secondes, a été extraordinairement chaud et extrêmement énergétique, eh bien, en fait, ce que l'on fait dans des accélérateurs de particules, on porte des particules à des énergies extrêmement élevées, à des vitesses très élevées, et on recrée en quelque sorte les conditions de l'univers primitif. Donc, faire des expériences dans un accélérateur de particules revient à étudier en quelque sorte ce qui se passait dans l'univers très primordial. Et étant donné que l'univers a évolué et que les galaxies se sont formées après à partir de ces germes primitifs qui ont été les particules élémentaires, donc en quelque sorte, aujourd'hui, les accélérateurs de particules sont en quelque sorte des télescopes qui nous permettent de remonter très très loin dans l'histoire de l'univers et expliquer peut-être la formation des galaxies. Mais c'est étonnant parce que vous nous dites à la seconde près, enfin je veux dire à 15 milliards d'années, la naissance de l'univers, l'explosion, le truc, et vous dites ça comme si ça c'était sous nos yeux. Oui, les 15 milliards d'années qui sont l'âge estimé de l'univers sont relatives. Non, on ne sait pas exactement si l'univers et le début de l'expansion de l'univers s'est produite il y a 10 ou 20 milliards d'années. En revanche, on a une très bonne idée du déroulement précis. Une fois qu'on a décidé que l'expansion a commencé à une certaine époque, après on a une idée extrêmement précise du déroulement des premiers débuts de l'expansion de l'univers et on peut décrire des phénomènes physiques avec une précision de plusieurs milliardièmes de seconde. Oh là 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 là. Bon, allez, autre question. Merci. Oui? Qui est à l'appareil? Qui est avec nous? Quel est le passionné? Ici, c'est Madame Gauthier. Bonjour Mme Gauthier, c'est Mme Bonjour. Gauthier qui vous salue aussi. Bonjour Monsieur Luminet. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Alors, Les allez-y. Oui, les étoiles continuent de naître dans l'univers, mais qu'est-ce qui est apparu en premier? Les étoiles ou les galaxies? Ça a été une question longtemps débattue. On pense aujourd'hui que ce sont les galaxies qui sont apparues en premier. Mais il a fallu de très très nombreuses études très délicates pour parvenir à ce résultat. Je dois dire que l'année dernière, il y a eu un résultat observationnel très important obtenu par un satellite russe et un satellite américain. On a surtout parlé du satellite américain, média oblige, le satellite Kobe, qui a pris un instantané de l'univers en millions d'années après son expansion. Et on voit pour la première fois un léger frémissement d'une soupe primitive, de la soupe primitive qui était le contenu matériel de l'univers, qui sont en quelque sorte des premiers grumeaux qui après ont engendré les premières galaxies. Alors, on va continuer ce voyage extraordinaire dans notre univers avec toujours ce document dont on va voir maintenant la deuxième partie. On peut dire en quelque sorte du Big Bang dont on a parlé au Big Crunch, c'est ça, hein? Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui après l'apparition du Big Bang, l'apparition de la vie? C'est quoi? C'est le fruit du hasard ou c'est dans une certaine logique? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? L'apparition de la vie, si tant est que l'on en sache quelque chose, est beaucoup plus tardive, puisque la vie, on connaît pour l'instant une seule forme de vie, dans le système solaire, liée à la Terre, et la Terre est née il y a 5 milliards d'années. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus tardif. Il faut voir que la vie dans le système solaire est liée à la vie de notre étoile Soleil, qui est une étoile qui n'est pas une étoile de première génération. Il faut bien savoir qu'il y a eu plusieurs générations d'étoiles. Les premières étoiles sont nées il y a environ 15 milliards d'années. Les étoiles naissent, vivent et meurent, comme on le dira sans doute dans l'émission de demain. Et le Soleil n'est qu'une étoile de deuxième ou troisième génération. Donc la vie est apparue beaucoup plus tard, en tout cas sur le système solaire. Alors, on va tout de suite rejoindre nos amis passionnés d'astronomie pour notre séquence questions en ligne. Alors, la suite des questions, il y en a beaucoup, je sais, allez-y. Claude, Oui, Claude. de l'association M82. Quand on remonte jusqu'au Big Bang, le temps lui-même a-t-il encore une signification? Non, précisément. Les théories qui permettent d'évaluer les modèles de Big Bang nous disent qu'en fait, en remontant dans le passé, il arrive un moment où on ne peut plus parler d'espace et on ne peut plus parler de temps. Il n'y a plus de notion de mesure. Il n'y a plus de notion de mesure, ni d'espace, ni de temps. En particulier, la question que l'on nous pose très souvent, qu'y a-t-il avant le Big Bang? Voilà, j'allais cette le faire. question, je suis désolé de vous dire que cette question, personne ne pourra jamais répondre, car la question, en fait, n'a pas de sens, puisque le terme « avant » implique déjà l'idée de temps, bien entendu. Présent, avant, après. Ça, c'est logique. Précisément, le temps et l'espace ont été engendrés au début de l'expansion de l'univers.
Donc on ne peut pas parler d'un avant de quelque chose qui n'est plus défini, qui n'a pas encore été défini. Vous êtes satisfait par la réponse, Claude? Oui, Allez. bon, merci, oui. Autre question? Alors, qui nous pose la question maintenant? Alors, c'est Denise, de Denise. l'association M82. Comme toujours. Bonjour allez-y. Marie-Laure, Bonjour bonjour Denise. Monsieur Luminet. Bonjour. Alors, je voudrais savoir, l'expansion de l'univers est-elle sensible à l'échelle des planètes, des étoiles ou seulement des galaxies? Oui, l'expansion de l'univers n'est sensible qu'à partir de distances absolument considérables de plusieurs centaines de millions d'années-lumière, c'est-à-dire à l'échelle même pas des galaxies, mais des amas de galaxies, c'est-à-dire de grands regroupements de galaxies, absolument imperceptibles à l'échelle des planètes, des étoiles. Allez, une autre question. Merci beaucoup. Merci Denise. Une autre question? Oui, Bruno. Oui, Bruno. Bonjour Madame Augry, bonjour Monsieur Bonjour. Luminet. La théorie du Big Bang ne serait-elle pas la forme moderne de la Genèse biblique? Ah, ça, je trouve que c'est une belle comparaison. Oui, ce n'est pas une question nouvelle, on se l'est posée dès les débuts de la théorie du Big Bang des années 1930. Figurez-vous que l'inventeur de la théorie du Big Bang était un abbé, il s'appelait Georges Lemaître, il a été en but Il a dû avoir des problèmes avec son église. Énormément de problèmes, pas avec son église, figurez-vous, mais avec ses collègues astrophysiciens. Or, il faisait un travail scientifique extrêmement sérieux et il séparait bien la religion de la science. Il se trouve que les faits sont comme ça, il semble que l'univers, l'espace et le temps et la matière aient été engendrés il y a environ 15 milliards d'années. Cela peut poser cela peut poser, si vous voulez, la problématique de la création, mais je crois quand même qu'il ne faut pas mélanger les problèmes de métaphysique et les problèmes de physique. Moi, je voulais savoir, puisqu'on parle du Big Bang, est-ce qu'il peut y avoir un autre Big Bang? Un autre Big Bang? Oui. Dans notre univers ou dans d'autres univers? Dans notre univers et dans d'autres univers, mais dans le nôtre. Non, je vous accable. Là. Vous savez sans doute qu'en ce qui concerne le futur de l'univers, la question est de savoir si l'expansion actuellement observée va continuer ou va au contraire être remplacée par une phase de contraction. Si l'univers est en expansion-contraction, il y aura dans le futur quelque chose d'analogue au Big Bang, mais dans le futur, qu'on appelle le Big Crunch, un rassemblement au contraire de toute la matière. Alors après, on peut toujours se poser la question, si l'univers se réunit en un point dans le futur, est-ce qu'il va à nouveau redémarrer un autre cycle d'expansion-contraction, c'est-à-dire un autre Big Bang? Vous avez encore du pain sur la planche. Exactement. Notre séquence défi en ligne. Alors, ce défi est pour vous, ce téléphone aussi. Deux possibilités, nos téléspectateurs sont habitués, une étoile et un petit dièse, vous appuyez sur l'un des deux. C'est l'au-delà qui vous parle. J'appuie sur l'étoile, naturellement. Un astrophysicien peut-il aujourd'hui croire en Dieu? Oui, bien sûr. Oui, c'est pas antagoniste. Non, ce sont des domaines séparés. Vous croyez en Dieu, vous? Non, ça n'a rien à voir. On peut croire en Dieu. Il ne faut pas mélanger le mode de raisonnement rationnel, qui est l'apanage de la science, et notre mode d'appréhension du monde, qui peut être tout à fait différent, qui est le mode spirituel. Il n'y a aucune incompatibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans les recherches qui sont menées par rapport au Big Bang, à la naissance de l'univers, etc., est-ce qu'il y a parfois des discussions, des confrontations, pas forcément à votre niveau, mais au niveau de certaines instances, justement entre des églises qui, elles, ont une certaine version, disons, même biblique de la naissance de l'univers, et des scientifiques? Est-ce qu'il y a un contact, une recherche qui se fait? Oui, vous savez que l'Académie pontificale a un observatoire et qui est très actif et qui s'occupe entre autres de parties purement scientifiques, de travaux purement scientifiques, mais également d'une éventuelle interprétation métaphysique. Alors si on peut croire en Dieu en étant astrophysicien, est-ce qu'en étant astrophysicien on peut croire aux ovnis? Mais ce sont deux choses totalement différentes. Les ovnis, la croyance en les ovnis implique d'abord la croyance en d'autres formes de vie que la vie extraterrestre. C'est une croyance, je le crois, relativement répandue chez les astrophysiciens, beaucoup moins répandue chez les biologistes d'ailleurs. Mais ça implique également la croyance que l'on pourrait se déplacer à des vitesses extrêmement élevées avec des engins spatiaux. Et ça pose des problèmes beaucoup plus difficiles. Donc, si vous voulez, actuellement, la plupart des astrophysiciens pensent qu'il y a très certainement d'autres formes de vie dans l'univers, mais très peu pensent que ces différentes civilisations puissent réellement voyager d'une étoile à l'autre. Alors, petite information pratique avant de se quitter et de se retrouver demain, bien sûr.
Information pratique pour vous signaler que vous avez le Minitel 3615 code France 3 à votre disposition pour connaître nos prochains thèmes, nos prochains invités, pour vous inscrire à l'émission si vous souhaitez poser des questions par téléphone. Pour vous rappeler aussi la revue Télescope qui s'intéresse à Génération 3 ainsi qu'à toutes les émissions de télévision à caractère éducatif. Et puis on va vous signaler quelques livres qui permettront un petit peu de mieux saisir le thème d'aujourd'hui. Alors, quelle est donc cette étoile? Un guide nature de chez Nathan, de Bennec. Les origines de notre univers, Armand Collin, de Malcolm Langer. Vous connaissez? Oui, Langer, oui, excellent astrophysicien. Alors, les cahiers Clairaut, ça c'est très intéressant, c'est le bulletin de comité de liaison des enseignants et astronomes. Nos amis de M82 travaillent en lien avec eux, où là c'est l'astronomie à l'école alimentaire. Ils sont très actifs, les cahiers Clairaut, oui. Bravo, merci. Et puis, alors voilà, texte et documents pour la classe, TDC, l'évolution de l'univers, qui reprend un petit peu, sous d'autres formes, ce que nous avons pu dire aujourd'hui, ce que nous dirons demain aussi, puisque demain, eh bien, vous reviendrez, vous avez gagné. Et nous parlerons alors là de ce qui est vraiment votre grande spécialité, c'est-à-dire les trous noirs. On va essayer de voir plus clair. Merci beaucoup, Jean-Pierre Luminet. Restez sur France 3, on se retrouve demain. Merci.